Alors Jeffrey Epstein décédé a-t-il emporté dans sa tombe tous ses secrets? Probablement pas. Car lors de la perquisition de l'hôtel particulier de Manhattan, les enquêteurs vont faire une autre découverte capitale. Un carnet d'adresses de l'année 2005 surnommé « Le Petit Livre Noir ». 100 pages qui donnent le vertige et peuvent en apprendre beaucoup aux enquêteurs. Le carnet noir d'Epstein, c'est véritablement une bombe parce qu'il y a dans ce carnet noir les hommes les plus puissants des États-Unis. On a par exemple Léon Black, qui n'est pas connu du grand public, mais qui est l'homme qui pèse 8 milliards de dollars, un homme d'affaires surpuissant. Léon Black, le voici. C'est un investisseur, collectionneur d'art, alors président du MoMA, le prestigieux musée d'art moderne de New York. Parmi les personnalités qui figurent dans le livre noir, il y a aussi le chanteur Mick Jagger, ou encore des membres de la famille Kennedy. Au total, des dizaines de grands noms de la politique, des finances, du show business. Un véritable bottin mondain dont tous les membres se mettent à trembler lorsque le document fuite sur Internet à l'été 2019. J'appelle un par un tous les noms. Et je tombe, je tombe sur un médecin français, par exemple, qui vit dans le sud de la France et qui me dit « je ne parlerai jamais ». Je tombe sur des filles qui me disent « je ne connais pas Jeffrey Epstein ». Et puis, en fait, dans les documents, on s'aperçoit que ces filles, elles ont été 15 fois chez Jeffrey Epstein. Je tombe sur des gens qui ont été 25 fois dans l'avion privé pour aller passer leur week-end dans l'île, qui me disent qu'ils connaissent à peine Jeffrey et qui vont prendre des avocats pour nous attaquer si on continue à les appeler. Ce carnet, il est essentiel évidemment pour comprendre l'affaire, mais il est compliqué parce que c'est des niveaux de connaissances différents. Les gens qui y sont, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables, qu'ils ont participé ou qu'ils font partie de cet empire pédocriminel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est bien, ça veut dire que je suis puissant d'être dans le carnet noir d'Epstein. Ce qui veut dire le cynisme absolu qu'il y a dans ce monde. Si ces pages ne désignent pas nécessairement des complices, elles ouvrent aux enquêteurs de nouvelles pistes d'investigation. Car un autre pays est particulièrement représenté dans ces pages, la France. Jeffrey Epstein avait l'habitude de passer plusieurs mois par an à Paris. En 2001, il s'était offert un somptueux pied-à-terre d'une valeur de 8 millions d'euros environ, sur l'avenue la plus chère de la capitale. Epstein vit à peu près 4 à 6 mois de l'année en France. Il y a un appartement avenue Foch. À côté de l'Arc de Triomphe, dans un appartement immense de 800 mètres carrés, où là encore, il fait des dîners, il organise des soirées. C'est quelqu'un qui aime bien vivre. Il adore les décorateurs qui lui proposent de refaire son appartement. Il les invite dans son avion. Et quand il vient en France, il vient jamais seul. Il vient toujours avec des filles. Jeffrey Epstein se déplace avec des filles, mais il a aussi ses contacts sur place. À la rubrique masseuse, on trouve Rosemary, Caroline et Déborah. Et ce n'est pas tout. Figurent aussi, comme aux États-Unis, des personnalités influentes. En tête de liste, dans le chapitre France, le couturier Azzedine Alaïa. Dans le carnet noir, on trouve plusieurs dizaines de noms français. Des gens réputés, d'autres totalement inconnus, qui font partie d'une certaine élite française. Vous avez beaucoup de grands héritiers de la noblesse française qui sont dans ce Black Book. Il y a des gens connus, en tout cas qui ont fréquenté le milieu de la mode, Jean-Yves Le Fur. Au milieu de ce casting, un homme en particulier attire l'attention des enquêteurs. Il connaît Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell depuis les années 90. Hi everybody. À cette époque, Jean-Luc Brunel est le très médiatisé patron de l'agence de mannequins Karine Models, installée à Paris. Il parcourt le monde à la recherche des futures stars des podiums. You're a pretty little girl. Effectivement, je suis content d'avoir fait le voyage. Jean-Luc Brunel, il est un des piliers du milieu de la mode dans les années 80-90. Il est recruteur de modèles. Il a du flair, sans doute. Il recrute parmi celles qui deviendront des stars, l'époque des Linda Evangelista, Naomi Campbell.
Si les enquêteurs s'intéressent à Jean-Luc Brunel, ce n'est pas par hasard. D'abord, il est voisin de Jeffrey Epstein. Son ami, on peut dire son ami parisien, ils habitent pas très loin l'un de l'autre, des deux côtés quasiment de la place de l'Étoile. Et Jeffrey Epstein rend souvent visite à Jean-Luc Brunel et inversement. Et surtout, en 2004, Jean-Luc Brunel ouvre une agence de mannequins à Miami, dans laquelle Jeffrey Epstein investira $1 million. Ils ont eu une agence ensemble à Miami, ce qui fait qu'on a eu des dépositions. Et l'avocat et la comptable Mariska Vasquez de cette entreprise a détaillé un peu la nature de leur relation, comment il faisait venir de nombreuses jeunes filles à New York, qu'il les mettait souvent dans l'appartement qui appartenait à Jeffrey Epstein, enfin, au nom de son frère. Et forcément, les enquêteurs se demandent si cette agence ne serait pas une façade destinée à fournir des jeunes filles à Jeffrey Epstein. Lors de la première perquisition dans la villa de Palm Beach en 2005, la police avait trouvé un élément intrigant. Ce message, laissé semble-t-il par Jean-Luc Brunel, est pris au téléphone par une employée de maison. Message de Jean-Luc pour Jeffrey, le 5 janvier. Il a trouvé une professeure de russe pour vous. Elle a 2 fois 8 ans, elle n'est pas blonde et est à votre disposition dès aujourd'hui si vous le souhaitez. Alors Jean-Luc Brunel serait-il impliqué dans l'affaire Epstein? En novembre 2021, nous avions contacté les avocats de Jean-Luc Brunel. Ils nous faisaient parvenir ce communiqué. Depuis maintenant plus de 2 ans, Monsieur Jean-Luc Brunel ne cesse d'être présenté publiquement comme le rabatteur de l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein. Cette affirmation est factuellement et judiciairement fausse. Monsieur Jean-Luc Brunel n'a pas été mis en examen pour ces faits et bénéficie du statut de témoin assisté. Aux États-Unis, Brunel ne faisait l'objet d'aucune plainte et n'avait même jamais été convoqué par la justice. Alors, quel genre de lien pouvait entretenir Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel? Une ancienne mannequin néerlandaise nous a relaté les propos que le milliardaire américain lui aurait tenus au sujet de Jean-Luc Brunel lors d'une soirée à Paris. J'ai croisé Jeffrey Epstein chez Jean-Luc Brunel à une fête en 1991. Il y avait des jeunes filles, je crois. J'ai parlé avec l'une d'elles, une Russe, et elle m'a présenté à ce monsieur, Epstein. Et il m'a donné un conseil étrange sur ma carrière, comme quoi Brunel était quelqu'un de très important pour ma carrière, et qu'il fallait que j'en profite, et que je ne sois pas trop difficile. Je m'en souviens, il m'a dit « Tranquille, ne sois pas farouche ». Et je me suis dit « C'est qui ce mec ?» Et j'ai juste voulu rester loin de lui. Le 23 août 2019, 2 semaines après la mort de Jeffrey Epstein, le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs dans le cadre français de l'enquête. Mais il n'est reproché aucune infraction à Jean-Luc Brunel dans ce dossier, comme le rappellent à nouveau ses avocats. Après plus de 2 ans d'investigation, les juges d'instruction estiment donc qu'il n'existe pas d'indice grave ou concordant que notre client ait alimenté un quelconque réseau criminel. Malgré tout, l'affaire Epstein a quand même rattrapé Jean-Luc Brunel, car l'étalement dans la presse de ses liens avec le pédocriminel américain ont suscité des réactions. Depuis 2019, plusieurs mannequins l'ont accusé de les avoir violées dans les années 90. Elles étaient âgées de moins de 18 ans à l'époque des faits. Suite à ces plaintes, Jean-Luc Brunel était mis en examen en décembre 2020, puis en juin 2021 pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Seulement, cette procédure a été stoppée net par un nouveau coup de théâtre. Incarcéré à la prison de la Santé, Jean-Luc Brunel a été retrouvé pendu dans sa cellule le 19 février 2022. Le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête en recherche des causes de la mort était en cours. L'affaire Epstein
est devenue une véritable lame de fond. Après la mort du prédateur américain, tous les regards se tournent vers ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin, d'autant que Ghislaine Maxwell, elle, reste pendant des mois introuvable. D'un seul coup, on l'a vu disparaître, Ghislaine Maxwell. On n'a plus de nouvelles d'elle. Il va y avoir une photo d'ailleurs qui va être prise. On dira ensuite qu'elle a été prise peu après l'arrestation d'Epstein. Et puis on va pas s'apercevoir que cette photo, elle est totalement montée, fabriquée, qu'elle a posée finalement dans le but de dire qu'elle ne risquait rien. On croit donc l'avoir localisée en Californie, alors qu'elle laisse les traces de sa présence à Paris quelques jours plus tard. Et pendant que Ghislaine Maxwell brouille les pistes, pour certains amis célèbres de Jeffrey Epstein, c'est l'heure des regrets publics. En direct sur le plateau d'une télé américaine, Bill Gates, le tout-puissant patron de Microsoft, passe un très mauvais moment. J'ai eu des dîners avec lui et je le regrette. Est-ce qu'il y a une leçon à en tirer pour vous ou pour ceux qui nous regardent? Il est mort donc. En général, il faut faire attention. Jeffrey Epstein a fait des dons à la fondation Bill Gates. Il y a donc un lien d'argent évident entre les deux. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces liens étaient uniquement des liens de travail, des liens professionnels, des liens liés aux activités humanitaires, ou est-ce qu'il y a des liens beaucoup plus sombres, des liens ténébreux? Aurait-il été dans les perfidie fines organisées par Jeffrey Epstein? Le divorce de Bill Gates serait-il lié de près ou de loin à l'affaire Jeffrey Epstein? Le fondateur de Microsoft affirme, lui, n'avoir eu aucune relation de travail ou d'amitié avec Jeffrey Epstein. Séparés depuis juillet 2019, Bill et Melinda Gates annoncent finalement leur divorce au mois de mai 2021. Pour Bill Gates, la facture pourrait grimper jusqu'à 65 milliards de dollars, soit la moitié de sa fortune. Ce qui est certain, c'est que la date de divorce de Bill Gates est liée à cette affaire. Parce que Melinda Gates s'est rendu compte, et on a dit qu'il était invité, on a publié les manifestes quand il a commencé à avoir des enquêtes, et à ce moment-là, elle a commencé à accumuler des preuves. Parce que c'est une Américaine, elle est mariée au mec le plus riche de la Terre, et donc, d'abord, elle s'assure qu'elle ne va pas partir sans biscuit, et donc elle fait travailler ses avocats pendant un certain temps, 6 mois, 1 an. Et puis ensuite, elle annonce qu'elle divorce, mais elle a de quoi ne pas se faire plumer. Mais c'est en Angleterre que les dommages collatéraux de l'affaire Epstein sont les plus spectaculaires. À cause du prince Andrew, le deuxième fils de la reine Elisabeth, la famille royale se retrouve tout simplement noyée dans le plus grand scandale de son histoire. Tout avait commencé au début des années 80, lorsque le prince Andrew était tombé sous le charme de la jeune Ghislaine Maxwell, alors infatigable jet-setteuse. C'est tout à fait normal qu'elle soit tombée sur le prince Andrew, c'est tout à fait normal qu'elle ait, dans une certaine mesure, bluffé quelqu'un comme le prince Andrew, qui n'est pas un type très malin, qui aime bien les filles qui ont une certaine énergie, qui aime bien les filles qui ont un certain abattant, ce qu'elle avait. Une fois installée à New York, Ghislaine Maxwell va s'empresser d'organiser une rencontre entre le prince et son meilleur ami. Elle présente Epstein comme un milliardaire américain et un génie de la finance. Et Andrew, il a toujours besoin de s'acheter des choses inutiles. Et par conséquent, quand Ghislaine Maxwell lui amène Jeffrey Epstein, elle ne lui dit pas Jeffrey Epstein, je suis tellement content de voir le Palais Royal. Elle lui dit il faudrait que vous rencontriez ce financier américain qui est le plus brillant de New York. Et alors là, la fascination marche dans les deux sens. Le prince Andrew, il a profité de cette amitié parce que il y a quelque chose d'excitant et de formidable d'être invité comme ça par quelqu'un de très riche. Il était là pour s'amuser, et il était là pour s'amuser comme la plupart des hôtes de Epstein. Virginia Roberts, l'esclave sexuelle qui a suivi le couple dans toutes ses résidences, affirme avoir été prêtée au prince Andrew à de multiples reprises, en même temps que d'autres jeunes filles. Il y avait pas mal de jeunes filles avec nous. Combien de filles étaient avec vous ce jour-là, ou cette nuit-là? Je dirais 8. Est-ce que vous avez eu des discussions avec le prince Andrew pendant ces rencontres?
Pas vraiment. On ne nous voyait même pas comme des humains. Nous étions toutes des quantités complètement négligeables. J'étais vraiment un objet quand on m'a mise dans les mains du prince Andrew. Évidemment, ces déclarations de Virginia Roberts, diffusées en 2019, provoquent un séisme sans précédent en Angleterre. Complètement acculé par l'opinion publique, Andrew doit s'expliquer. Mais au lieu de calmer l'incendie, le prince va écrire l'épisode le plus consternant de l'histoire de la famille royale. « 16 novembre 2019. 3 mois après la mort de Jeffrey Epstein, des millions d'Anglais sont devant leur écran pour écouter le prince Andrew répondre aux accusations de Virginia Roberts. Contre toute attente, il choisit une stratégie de défense suicidaire. C'était une jeune fille de 17 ans qui rencontrait un membre âgé de la famille royale. Ça n'est jamais arrivé. Elle a montré une photo sur laquelle vous êtes tous les deux. Vous aviez les mains autour de sa taille. Oui. Vous avez vu la photo? J'ai vu la photo. Comment vous l'expliquez? Je ne peux pas. Encore une fois, je n'ai aucun souvenir que quelqu'un ait pris cette photo. L'interview avec Emily Maitlis, la journaliste de la BBC, ça c'était d'une bêtise sans nom. C'était évidemment une idée lamentable. Il n'aurait pas dû faire l'interview, il aurait dû nullement pas la faire à Buckingham Palace. Et ensuite, personne n'a coaché cet imbécile d'Andrew. Dans les jours qui suivent cette interview, Andrew est mis en examen pour viol par la justice américaine. Il risque l'extradition. Après des mois de bataille juridique, les avocats du prince annoncent le 15 février 2022 qu'un accord a été trouvé avec Virginia Roberts. La presse britannique parle d'une somme de 14 millions d'euros entièrement payée par la reine d'Angleterre. Le prince échappe donc à un procès aux États-Unis mais se retrouve privé de tous ses titres, de ses fonctions au sein de la famille royale et de toutes ses décorations militaires.